Donc pour un tir au 230, ouvrez le feu. C'est un moment très important, c'est la première fois qu'on charge les vraies munitions, les munitions de combat du bateau. Il y en a 500 à sortir en tout. C'est vraiment une bête de guerre de ces années 2025-2030. C'est ce que notre industrie a réussi à faire de plus performant. En position, on stoppe, typhon. On entame la sortie. Bretagne, tu pousses 10 tonnes. On sait que le navire est très attendu dans les rangs de la Marine nationale. On fait au plus vite et on fait au mieux pour que le commandant puisse prendre les rênes. On va à la crèche demain matin. C'est la seule crèche que j'ai trouvée qui ouvre à 4h30 du matin. Pour l'instant, ça va super. C'est bon. Oh la vache. Là, il faut avouer que les conditions météo sont pas les plus faciles. Alarme, incendie, évacuation de la zone avant. Attention lourd. Il faut stopper le moteur. Concentration en CO à 85 ppm. Le CO, c'est du monoxyde de carbone, donc c'est un gaz qui est inodore, donc qui est extrêmement dangereux. Fabriquer des bateaux de guerre, pour moi, c'est pour la paix. Bonsoir à tous, bienvenue dans Zone Interdite. Ce soir, c'est une immersion et des témoignages rares que nous vous proposons. Alors que la France accélère son réarmement face à la menace internationale, nous avons pu pénétrer dans les coulisses de la construction du nouveau fleuron de la Marine nationale. C'est cette frégate dernière génération qui se trouve juste derrière moi. Pendant 2 ans, nous avons pu découvrir les secrets d'un navire ultra stratégique, suivre le quotidien hors norme des ouvriers du chantier naval de Lorient et celui des 130 marins qui, à son bord, devront assurer la sécurité de notre pays. De la construction de la frégate au premier déploiement en mer, c'est un univers d'ordinaire fermé aux caméras. Ce soir, il nous est exceptionnellement dévoilé par Renaud Hitru. Sur la côte bretonne, tout près de Brest, Allez, à ce soir. ce n'est pas un départ au travail ordinaire pour ce père de famille nombreuse. Tu fais un bisou? Nicolas, 47 ans, est à la tête d'une tribu de 6 enfants. Hop là. Bon, à ce soir. En avant. Mais ce matin, il part rejoindre sa deuxième famille. Un équipage de 132 marins pour une journée exceptionnelle. Bonjour madame. Et il a des fourmis dans les jambes. Ah, il y a 10 km. Voilà, juste assez pour se maintenir en forme. Fort de ses 27 ans d'expérience dans la marine, Nicolas a été choisi pour devenir le commandant du tout nouveau navire de guerre de la Marine nationale. Là, je vais à la base navale de Brest, rejoindre l'amiral Renard. Voilà mon bateau, mon équipage, pour préparer le bateau pour partir en mer demain. Son bateau, le voici. L'amiral Renard. La toute première frégate de défense et d'intervention de nouvelle génération. Depuis l'aube, une opération ultra confidentielle se déroule à bord. On embarque enfin les armes. À partir d'aujourd'hui, le géant d'acier de près de 4500 tonnes devient officiellement un bâtiment de combat. Le commandant monte à bord, amiral Renard. Un moment décisif pour Nicolas et ses hommes. Bonjour. Allez, en avant. Bonjour. Bonjour. Le capitaine d'armes. Bonjour, commandant. Ça va la forme? Oui. Sa cabine vient tout juste de recevoir son dernier coup de peinture. Le bureau a été aménagé avec la photo du président de la République. Ça fait partie des éléments de finition. Les outils de travail sont déjà là, les ordinateurs, les téléphones, même le couchage est aménagé, la cabine est fonctionnelle. On est mercredi, je vais mettre mon bel uniforme. C'est naturellement Nicolas qui supervise le chargement de cet arsenal impressionnant. Torpilles, munitions et surtout, ses armes les plus dévastatrices, les missiles. Comme ces Exocet conçus pour détruire un navire ennemi ou encore les missiles Aster. Et là, c'est le système d'armes Aster, donc les missiles anti-aériens. Ils sont stockés ici, là, devant nous. Et ces missiles-là servent à détruire un avion
ou un missile qui se dirigerait vers nous ou vers une unité qu'on est en train de protéger. Donc là, c'est le petit coup de stress. On va voir si ça se passe bien. Tu peux descendre. Après des années de construction, Nicolas s'apprête enfin à changer de casquette. Ça fait 3 ans qu'on porte un casque de chantier. Et donc en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est le début d'une transition entre le moment où on a un casque de chantier et puis le moment où on ne l'aura plus. C'est un moment très important, bon, un petit peu émouvant aussi. Et puis on se dit que, c'est le premier pas est lancé dans la bonne direction, c'est-à-dire la direction d'un bateau pleinement opérationnel. Voilà. De sa conception à sa première sortie en mer, c'est un chantier de près de 10 années qui se concrétise aujourd'hui. À toute plage d'abri, on peut commencer à ranger les essieux. L'amiral Renard rejoindra bientôt les 15 frégates de combat ancienne génération, de quoi augmenter significativement la puissance de feu de la marine française. Dans un contexte mondial de plus en plus instable. Groenland, mer de Chine, golfe Persique. Face aux menaces, la sécurité du monde se joue plus que jamais sur les mers. La France possède la 7e flotte la plus puissante de la planète. Du Charles de Gaulle à nos 10 sous-marins à propulsion nucléaire. En passant par les frégates, ces navires de surveillance capables d'intercepter ou de riposter à n'importe quelle attaque. Derrière ce savoir-faire, un seul nom, Naval Group. Une société française vieille de 400 ans qui possède 10 grands chantiers, dont l'un des plus stratégiques aujourd'hui, celui des frégates du futur. C'est à Lorient, dans le Morbihan, qu'a été lancée leur fabrication. Le site hautement sécurisé de Naval Group est habituellement interdit aux caméras. Durant 2 ans et demi, nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de suivre le quotidien des 2700 salariés mobilisés sur la construction de ces navires ultra-modernes. Allez hop. Parmi eux, Pascal. À 57 ans, il est charpentier naval. Une spécialité qu'il a l'habitude de résumer à sa manière. Je construis la coque. Je suis coquiller, quoi. On construit la coque, on construit la structure. Structure du bateau. Ouais, c'est bon. Ça fait 30 ans que Pascal construit des navires. Originaire de Bretagne, il a d'abord été agriculteur dans l'exploitation familiale. Salut, ça. Avant de rejoindre les chantiers navals par passion. Ça va? Son métier Allez. est extrêmement physique. Bon dessus, Pascal? On commence par le cou, comme d'hab. Menton, torse. Tout doucement, sans forcer. Alors chaque journée de travail commence par un bon échauffement. On va faire des rotations avec les épaules. On va grandir, grandir, grandir. Et on relâche. Et voilà. Merci. Bonne journée. Pascal doit être en forme car un chantier titanesque l'attend. Attends, on va prendre du matos. En plus du prototype, l'amiral Renard, la construction de 8 autres frégates est déjà lancée. 4 commandées par la Direction générale de l'armement pour la France et 4 pour la Grèce. Les premiers à entrer en action sont toujours les charpentiers navals, comme Pascal. Une centaine d'ouvriers en première ligne sur le chantier. Pascal va devoir utiliser tout son savoir-faire et quelques outils plutôt rudimentaires. L'outil que j'ai le plus besoin, c'est celui-là, c'est le marteau. Il est même ancré dans ma peau. T'as pris les cotes? Ouais. Et là, par contre, je veux que tu fasses un tiret de soudure ici, là. Pascal a son métier dans la peau. Qu'est-ce qu'il y a? Et depuis quelques mois, il tente de transmettre sa passion à son jeune apprenti, Maxime, 24 ans.
Impeccable. S'il obtient son diplôme, le jeune homme pourra prétendre à un CDI. Pascal est donc très impliqué. J'adore mon boulot et j'essaie de lui transmettre. C'est une sorte d'amour du travail bien fait. Pour construire la coque, 55 000 pièces d'acier doivent être assemblées selon un plan très précis. Et chaque soudure réalisée au millimètre près. Tu fais un petit point au-dessus. C'est ce qui garantira la solidité de la frégate dans les conditions les plus extrêmes. Regarde. Évite de faire des virgules comme ça. Là. Elles sont bien, ceux-là. Soudure après soudure. 2 ans sont nécessaires à la fabrication des différents blocs qui constituent la coque du navire. Pour Pascal, voir l'immense structure prendre forme est toujours une fierté. À chaque bateau, il y a quelque chose, mais c'est une âme. Pour moi, on lui donne vie, c'est une âme qu'on donne à ce navire. Et puis après, quand il flotte, il est en opération, etc. Ah, j'ai travaillé sur ce bateau-là. On fabrique quand même des choses qui sont hors normes. Attention là-bas. Une fois réalisés, ces blocs de plusieurs centaines de tonnes sont ensuite acheminés vers un gigantesque bassin de 30 000 mètres carrés pour être assemblés. C'est Manuel, un membre de l'équipe de manutention, qui dirige cette opération délicate. Le but, c'est de placer nos remorques. On va les coupler entre elles et après, on va pouvoir envoyer le bloc pour sa prise en charge dans la forme de construction. Aujourd'hui, la pièce à déplacer est très impressionnante. Le bloc, il doit faire dans les 6-7 mètres de haut. Au plus large, il doit faire 17 mètres par 13 mètres de long. Et on est sur quelque chose de quasiment 155 tonnes à peu près. Heureusement, le manutentionnaire connaît son métier sur le bout des doigts. Il ne lui en faut d'ailleurs qu'un seul pour déplacer ce bloc colossal à l'aide d'une simple télécommande. Cette partie-là est un peu délicate. Manuel doit être prudent. Le kilomètre à parcourir est semé d'embûches. On arrivera peut-être à passer. Ouais, je vais voir. Par endroits, la gigantesque structure frôle dangereusement les bâtiments. Oh là, il faut faire attention, il faut être vigilant partout parce que tout de suite, dès qu'il y a un souci, ça se voit. Hein. Ça peut faire des gros dégâts, donc ouais, il faut vraiment être vigilant. À la moindre erreur, au moindre angle mal évalué, Manuel pourrait endommager le bloc et retarder tout le chantier. Oh non, on va ouvrir un peu plus la porte. Ouais, ça passerait, non? Ouais. La structure de 155 tonnes doit maintenant être arrimée à un portique. C'est parti en haut. Manœuvré par un grutier et soudé au reste du navire. Une année entière est nécessaire pour assembler les 30 blocs qui donnent sa forme définitive à la coque de ce géant de 122 mètres. Désormais, d'autres ouvriers vont pouvoir entrer en action pour transformer la frégate en un navire de guerre hors norme. Des femmes et des hommes de l'ombre, dont le rôle est absolument primordial. À une dizaine de kilomètres de Lorient, vit Maëlys avec sa petite famille. Elle fait partie des quelques femmes à travailler sur le chantier naval. Coucou mon amour. Pour Maëlys et sa petite Tiana, les journées commencent quotidiennement bien avant l'aube. Maman, je dors. Il est à peine 4h30. Allez, Django, descends. Descends, Django. Au chantier, la jeune femme de 28 ans fait partie de l'équipe du matin. C'est dur ce matin, mon cœur. Son compagnon, boulanger, est déjà au travail. Alors tous les jours... C'est trop cool. Tu vas aller voir les copains?
c'est Maëlys qui dépose leur fille de 2 ans à la crèche. C'est la seule crèche que j'ai trouvée qui ouvre à 4h30 du matin et qui ferme à 22h. On arrive à la crèche, mon amour. Ça y est, tu vas pouvoir continuer de faire ton gros dodo. Dans le pays de l'Orient, plus de 15 000 personnes travaillent dans le secteur de la mer. C'est parti. C'est 8% de la population de l'agglomération lorientaise. Des salariés qui se lèvent souvent très tôt. Bonjour. Bonjour. Alors certaines crèches se sont adaptées. Laisser mon petit bébé à 5h à la crèche, ça fait mal au cœur quand même. Des sacrifices nécessaires. Direction le chantier. Pour travailler sur le prestigieux chantier naval. Maëlys est chaudronnière. Elle travaille le métal, un métier auquel on ne s'attend pas forcément en la rencontrant. Alors quand on me voit, non, on n'imagine pas que je suis chaudronnière. On n'imagine pas que le lundi je me lève et que j'aille mettre un bleu de travail. Non, c'est vrai qu'on imagine plus dans les bureaux ou dans l'esthétique. Mais alors pas du tout. Bonjour. 5h42. L'horaire réglementaire pour l'équipe du matin. La jeune femme a un rôle essentiel dans la fabrication du nouveau fleuron de la marine française. Son métier est extrêmement technique et acrobatique. Ouais, 3 degrés aujourd'hui. Avec son binôme Mathieu, elle doit préparer le terrain pour l'installation des systèmes électroniques dernier cri du navire. Ça devrait aller. Cela fait 1 an et demi que Maëlys a démarré sa mission. Et celle-ci la passionne toujours autant. C'est une chance de voir tous les jours l'avancement de la frégate. C'est vrai que ça avance super vite en plus. Et c'est une fierté pour moi de travailler là. Je suis contente de me réveiller le matin, quoi. Le travail des chaudronniers s'effectue au plus profond des entrailles du navire. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Je vais juste regarder quelque chose ici. Merci. Maëlys connaît les moindres recoins de la coque et doit se transformer en spéléologue pour atteindre les endroits les plus inaccessibles. Allez, c'est parti. Son rôle, découper les centaines d'ouvertures par où passeront les milliers de kilomètres de câbles qui feront fonctionner les radars et autres systèmes d'armement. Un travail de contorsionniste qui est presque devenu un jeu pour elle. Ça, c'est ce que je préfère. La découpe, c'est vraiment cool. C'est un peu le plus dangereux, mais c'est vrai que c'est vraiment cool. C'est le meilleur moment de la journée, là. Mais la précision reste une priorité. Alors chaque étape est contrôlée, vérifiée, validée à 2. Tu peux m'applaudir? J'avais dit qu'il allait être bon. Travailler avec Maëlys, ça s'est toujours super bien passé. Elle est super compétente dans son poste, il n'y a aucun problème. Ça devrait encourager les filles à pas forcément avoir peur de faire des métiers entre guillemets d'hommes. Parce qu'au final, elles le font bien, voire même mieux que certains. Voilà. Chaudronnière comme Maëlys ou charpentier de marine comme Pascal. Au total, ce sont une centaine de métiers qui vont se coordonner pendant des mois pour préparer l'étape suivante, la mise à flot. Une opération spectaculaire qui va réellement donner vie au projet imaginé par les ingénieurs et valider la justesse de leurs calculs. 3 ans après le début du chantier, c'est le jour J. Julien, le responsable de l'équipe bassin, coordonne l'ouverture des vannes pour la mise en eau du navire. À partir de 9h moins le quart, commencer à faire des diffusions en disant qu'on va mettre en eau dans le quart d'heure. C'est ouverture des vannes à 9h, ok? Allez, merci, salut, à tout à l'heure. C'est le grand jour, c'est parti. Julien n'a pas le droit à l'erreur. Le bassin doit être parfaitement dégagé, car le moindre objet oublié pourrait compromettre l'opération. Ce câble-là, ils ont intérêt à le virer aussi.
Julien est le dernier à pouvoir contempler le bateau du dessous. Un petit privilège qu'il se doit d'immortaliser. Pas mal. On est pas mal. La frégate doit maintenant prouver sa stabilité et son étanchéité. Résultat dans quelques heures. 9 heures. Il est temps pour le navire d'entrer dans le grand bain. On est en train d'ouvrir les 8 vannes de la porte. Il y a 4 vannes du côté nord, 4 vannes du côté sud. On les ouvre pour remplir le bassin d'eau. Le remplissage durera près de 5 heures. C'est le moment de vérité pour les ouvriers de Naval Group. Parmi eux, Maëlys, la chaudronnière. Sa mission du jour, vérifier que l'eau ne s'infiltre pas dans le navire. Voir le bassin qui se remplit, c'est vraiment un grand spectacle. On travaille là et puis là, ça se remplit d'eau, quoi. C'est impressionnant. Bonjour, veuillez vous rapprocher de la table. On va faire un petit briefing sécurité avant de démarrer la surveillance des fonds. Et tous ceux qui vont circuler à bord, je vais vous demander de rester particulièrement vigilants, s'il vous plaît. Laurent? Ouais, je suis là. T'es là? Espace confiné, c'est pour ça que je commence par cœur. Et Maëlys, est-ce que votre queue? C'est moi. C'est vous deux qui visiterez tout ce qui est espace confiné. La jeune femme a été choisie parce qu'elle sait se glisser dans les endroits les plus étroits. Je te laisse descendre avec ta loupiote et tu regardes et tu me dis si tu as de l'eau, quoi. D'accord? Sous la ligne de flottaison, la coque est divisée en compartiments étanches. Leur rôle, empêcher l'eau d'envahir tout le navire en cas d'avarie. Il faut vraiment regarder dans tous les coins. Il peut y avoir des fuites au niveau des soudures. Au moindre filet d'eau détecté, c'est toute la manœuvre qui peut être annulée. Hop. Donc au niveau des soudures, de la jonction. Et entraîner un sacré retard sur la livraison du bateau. Il n'y a rien, tout est OK. Étanchéité validée. La hauteur d'eau est atteinte. À l'extérieur, une équipe de plongeurs prépare déjà la sortie du mastodonte. Ça va? OK. Ils sont chargés de contrôler le bon fonctionnement de la porte du bassin. Des branches, des câbles ou même un objet métallique suffirait à tout bloquer. Été? Ouais. Donc on est sûr qu'il n'y a plus d'obstacles. On va procéder à l'ouverture de la porte. Le feu vert est donné. Un étrange balai peut commencer. Sébastien de Julien. Ouais, Julien, je t'écoute. Est-ce que tu peux me confirmer que tous les moyens sont bien passés au niveau du pont Guédon, s'il te plaît? Il y a le dernier remorqueur qui est en train de passer là. Ok, merci Seb. C'est bon pour le pont Guédon. 5 remorqueurs sont mobilisés pour extraire la frégate du bassin, car les moteurs ne sont pas encore opérationnels. Un pilote expérimenté, spécialiste de la zone, coordonne chaque étape de cette manœuvre périlleuse. Ouais, c'est bon, on est parti avancer. On entame la sortie. Allez, Typhon, on est bien, tu continues comme ça. L'objectif est de sortir le bateau du bassin pour le mettre à quai. Seulement quelques dizaines de mètres à parcourir. Mais sans moteur, le navire de plusieurs milliers de tonnes est livré à la force des courants. Et il se met à dériver dangereusement. Faudrait que tu me fasses remonter un petit peu plus sur le nord, Typhon, c'est-à-dire sur ma droite à moi vers le pont. On a une légère tendance à dériver bâbord. Ah ouais, Typhon. Ouais, tu peux revenir dans l'axe, Typhon, on est bien. Parce qu'on fait jamais accoster. Toujours à bord, Maëlys savoure le moment. Le quai n'est plus qu'à quelques mètres. On arrive à la position. On est très bien sur la position, on va faire un test avec la coupée. Bon, un grand merci en tout cas. À l'Orient,
chaque mise à l'eau est un événement. L'occasion pour Maëlys de saluer son père, retraité des chantiers, venu assister au spectacle parmi des centaines de curieux. Pour tous ici, voir un navire prendre vie est toujours un moment riche en émotions. Nous, on est des marins, on adore les bateaux. Lancer un nouveau bateau, c'est toujours un plaisir. On est content d'y participer. Et là, en plus, on a la chance d'avoir un beau ciel bleu et un beau soleil, donc c'est très agréable. Pour Maëlys, c'est un sentiment de fierté qui domine. Très contente de ma journée. C'est l'aboutissement de notre travail, ouais. C'est le fruit de notre travail. Son métier de chaudronnière est ancré en elle. D'autant plus qu'elle est tombée dedans quand elle était toute petite. Cet après-midi, loin du métal et des machines, Maëlys retrouve son père. Maman prend la tétine, ok? C'est quoi, je lui donne du gaz, hein? Ouais. Et son oncle pour une sortie en famille. Jamais très loin de la mer. Même si elle se lève tôt, son organisation entre travail et vie personnelle convient totalement à la jeune maman. Silence? Bravo! Le fait de travailler du matin, c'est vrai que je peux profiter beaucoup plus de ma fille et de ma famille. C'est vrai que ça me laisse du temps libre. Silence? Ouais. Un équilibre et une vocation qui ne doivent rien au hasard. Son père a travaillé pendant plus de 3 ans au chantier. Ouais, tu veux voir? Je suis toujours passée devant Naval en fait. Et j'ai toujours vu les bateaux se construire petit à petit. Et c'est vrai que ça m'a toujours impressionnée et ça m'a toujours donné envie d'y être en fait. Et j'ai toujours eu envie d'y participer. Il y a une dizaine d'années, CAP de chaudronnerie et bac en poche, Maëlys se lance dans les pas de son père. Je suis très fier d'elle. En plus, elle est épanouie dans son travail, donc tout est bien. Elle est contente d'aller au boulot et donc c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Maëlys et les milliers de salariés de Naval Group s'apprêtent désormais à vivre un autre moment fort. L'installation de la pièce maîtresse du navire de guerre. Ce qui rend unique cette frégate nouvelle génération, c'est un système révolutionnaire, surnommé le PSIM. Cette sorte de flèche qui va coiffer la cathédrale d'acier est le cerveau du bâtiment. Il est muni d'un radar à 360 degrés, capable de détecter les menaces en temps réel. Son nom, le Seafire, une première mondiale conçue par le français Thales Group. Pour l'installer, Manuel et l'équipe de manutention sont à nouveau sur le pont. On y va? Feu? Ce matin, le mât de 150 tonnes et 40 mètres de haut va être posé sur le navire. Vous commencez par laquelle? Celle du bout là-bas? On va commencer vers celle-là. L'opération mobilise une trentaine d'hommes et 2 grues gigantesques. Ok, c'est bon pour nous? Pas question d'abîmer ce petit bijou de technologie. Ici, la moindre erreur coûterait extrêmement cher. Encore. L'emplacement a été calculé au millimètre près. C'est étroit, là c'est vraiment étroit de chaque côté, donc là il faut y aller doucement. L'opération demande patience et précision. Bon pour moi. Ouais, c'est bon, stop. Allez, nickel. En tout, 5 heures auront été nécessaires pour positionner le PSIM au fond du navire. Opération terminée pour nous. On va pouvoir rendre les clés du navire au capitaine. Et voilà. Le navire a désormais sa forme définitive. Mais le chantier flottant va encore se poursuivre pendant 2 ans. Car il reste 7000 mètres carrés d'intérieur à aménager pour un résultat impressionnant. Le navire a été conçu pour 132 marins qui devront se contenter d'un espace de vie réduit. Car passé les cabines et la cafétéria, 50% du navire est occupé par les équipements militaires. Sous la proue et au sommet du mât, des radars et des capteurs dernière génération capables de repérer les menaces à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde.
À l'avant, sous la passerelle, les stocks d'armes seront actionnés depuis le central opérationnel, où le commandant sera à la manœuvre lors des situations de combat. Terminer la construction de ce prototype à 1 milliard d'euros, c'est l'énorme défi dont vient d'hériter un pur breton qui a forcément le pied marin. Yawen, un ingénieur de 37 ans, a été choisi par le constructeur pour être le chef de bord, c'est-à-dire le patron du chantier. Il faut dire qu'entre lui et la mer, c'est une longue histoire. Quand j'ai eu à peu près 10-11 ans, mes parents ont acheté un bateau aussi pareil, donc on était en famille les week-ends, les vacances à faire du bateau, donc je refais pareil avec mes enfants et puis ma femme. Pareil. Tu peux larguer, Julien. Vas-y, largue. Dans la famille de son père, on est marin depuis plusieurs générations. Alors travailler pour les chantiers navals s'est imposé comme une évidence. C'est bon, Julien? Ouais. J'ai jamais fait plus de 2 semaines loin de la mer. Pour moi, c'est pas possible. Yawen est un spécialiste des régates, les courses entre bolides des mers. Un goût pour la vitesse qui va se révéler bien utile pour terminer la construction de la frégate en un temps record. Pour lui, qui a commencé simple apprenti charpentier et gravi tous les échelons jusqu'à ce poste prestigieux, la responsabilité est énorme. D'autant qu'il va essuyer quelques bourrasques pendant sa mission hors du commun. Le compte à rebours est lancé. Il reste 30 jours à l'ingénieur pour que la frégate Amiral Renard soit prête à effectuer sa toute première sortie en mer. Là, ici, on est en train de monter la porte hangar. C'est un des sujets critiques pour la sortie mer, parce qu'il faut qu'on soit étanche de ce côté-là. Tous les matins, on fait un tour des sujets critiques avec mes coordinateurs. Et puis, j'aime bien prendre la température et voir que les choses se lancent bien. Dans certaines zones, comme le carré officier, le chantier semble avancer comme prévu. Quand tu regardes des locaux comme ça, on est presque prêt. Plafond, cloisons sont montés. On n'a plus que les meubles à monter. Ça va, d'ici 2 semaines, ça aura vraiment beaucoup changé. Mais dans la cantine de l'équipage, là, c'est un peu plus inquiétant. On est quand même un petit peu dans le rouge. La situation est plus délicate. C'est un local très compliqué. On a des remontées de câbles très denses et avec encore beaucoup de câbles à passer, des traversées à boucher qui permettent de faire l'étanchéité entre les compartiments, entre en dessous et au-dessus. Et une fois qu'on a fini ça, seulement là, on pourra finir les cloisons et commencer à meubler. Il nous reste normalement à peu près 1 mois pour être prêt. Et vous serez prêt? Oui. Ah, pardon. Climatisation, électricité, isolation. Les 500 ouvriers mobilisés chaque jour sur le chantier vont devoir mettre les bouchées doubles. Yawen est sous pression. D'autant plus qu'il doit accueillir aujourd'hui un invité de marque. Le commandant, qui est venu visiter ces quartiers. Car dans 1 mois, c'est lui qui prendra le navire en main. On va parcourir et puis on verra au fur et à mesure. Mais au milieu des câbles et des échafaudages, il a un peu de mal à se projeter. Yawen se veut rassurant. On va juste dégager un petit peu ce qui reste. Bon, on sent qu'il y a encore du rangement et un peu de chemin. Même si la cabine principale est loin d'être terminée. Et juste ici, il y a la cabine du commandant. Voilà, on voit qu'elle est en cours d'emménagement en ce moment même. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon courage, travaillez bien, je compte sur vous. C'est fini, tout est prêt. Bah, je vois ça. Hein. Il a bougé. Ça y est, on va remettre un matelas, puis c'est bon. La zone nuit, Naval Group m'a assuré qu'elle serait terminée. La zone jour, honnêtement, je peux très bien aller travailler ailleurs, ce sera pas un drame. Mais j'ai motivé monsieur qui va faire un travail de qualité. Bon, le commandant ne dort jamais, on t'a jamais dit ça? Il se repose. Dernière étape, la passerelle, où Nicolas va passer beaucoup de temps. Ici aussi, difficile de s'imaginer à la barre. Ce simple joystick pilotera tout le navire. C'est la tour de contrôle, très confortable, vue sur mer, confortable en toutes circonstances. Fin de la visite. À 1 mois de la première sortie en mer, le commandant reste prudent. Pas question de prendre le moindre risque.
partira quand le bateau sera prêt. Voilà. La PSM, la première sortie en mer d'un nouveau bateau, c'est un moment qui est dangereux. Si on se rend compte que les conditions ne sont pas réunies, on ne se met pas de pression excessive et on décale. Malgré l'ampleur des travaux, les équipes de Yawen sont confiantes. Elles connaissent l'exercice et vont accélérer la cadence pour être dans les temps. Bon bah c'est parti. Et c'est des 4 moteurs. C'est bon, c'est démarré. Nickel. Vérification des systèmes de sécurité du navire. On a 5 minutes. Dans la salle des machines, Arrosage en cours ici. la mousse anti-incendie est déclenchée. Ici, t'as 1m70. Ouais. Les mousses. Ouais, top. C'est bon, c'est parti. Toutes les alarmes de détection de gaz et de fumée sont testées. Ouais, c'est bon, t'as déclenché. Dans tout navire, les incendies et la propagation de gaz toxiques sont la hantise. Alors, dès la première sortie, des marins-pompiers embarquent pour assurer la sécurité de tout l'équipage. L'un d'eux vit à Brest. Dylan, 26 ans, est originaire du Puy-de-Dôme. Ce soir, c'est un plat typiquement de chez moi. On fait aligot saucisse. Il faut toujours tourner dans le même sens, parce que sinon ça casse la fibre du fromage. Sinon, ça file plus. On est foutu. Le jeune homme est marin-pompier depuis 6 ans. Un métier auquel il n'était pas prédestiné. J'ai rien à voir avec le monde marin et même le monde militaire. Je viens à côté de Clermont-Ferrand, donc vraiment dans le centre de la France. Mon père est livreur de fioul et ma mère était coutelière, donc rien à voir avec la Marine nationale. C'est à Toulon, pendant ses études supérieures, qu'il découvre la marine et décide de s'engager. Papa, je traîne. Ça te va? Aujourd'hui, une autre vie commence. Depuis 2 ans, il partage son quotidien avec Laura, professeure des écoles en maternelle. Comme toute compagne de marin, elle a suivi Dylan dans son nouveau port d'attache. Là, c'est notre premier appart ensemble. Donc on découvre, on profite. Quand je rentre de mer, quoi qu'il arrive, même si les périodes peuvent être un peu plus longues, je sais que quand je rentre, elle est là et on peut profiter ensemble. Dès le début, on a eu une conversation sur son métier et il fallait que ce soit que j'accepte cette partie de lui et que je sois consciente aussi de ce que ça allait engendrer, des absences. Des missions qui peuvent durer 3 mois. Alors Laura a dû apprendre à patienter. On peut avoir des périodes où on n'a pas de nouvelles, communication et ça peut être compliqué. Donc il faut l'accepter dès le départ et en être conscient. Et sur ça, il m'avait vraiment prévenu et voilà. Ils se sont choisis en connaissance de cause. Et la séparation approche. Dans quelques jours, Dylan embarque pour sa première sortie en mer sur l'Amiral Renard pour 3 semaines d'essai qui vont se révéler plutôt mouvementées. Ce 7 octobre 2024, à Lorient, l'heure du grand départ a sonné. 4 ans après le début de sa construction, l'Amiral Renard va larguer les amarres pour la première fois. Sur le quai, c'est l'effervescence. Marins, ouvriers, ingénieurs, pour tous, le moment est historique. Dylan, le marin-pompier, est pressé de découvrir sa nouvelle maison. Bienvenue. Hop là. On va être bien là. Ouais, la maison. On est bien. C'est spacieux. Durant 3 semaines, ils seront 6 à partager cette cabine spartiate de 16 mètres carrés, avec pour chacun un lit standard d'une place. Je suis ici, sur la niche, on appelle ça la niche du haut, donc c'est notre lit. Et on a un caisson de cette taille-là, donc on a quand même vachement de place pour poser nos affaires et se préparer, ouais. Dylan a tout de même apporté sa touche personnelle. Et moi, j'ai ma copine qui m'a offert un petit présent, donc c'est mon petit renard, donc il rigole. Même quand je suis en mer, elle est avec moi, quoi.
Ce dont le soldat du feu ne se sépare jamais, c'est de son matériel. Entreposé dans le couloir central du navire, il doit être prêt 24 heures sur 24. Donc j'ai ma caméra thermique pour pouvoir voir dans les fumées. Du coup, mon avertisseur personnel de détresse, si jamais je viens à être blessé ou inconscient, qu'on puisse savoir où je me situe. Et du coup après, mon triplaire, donc mon appareil respiratoire isolant, qui va me permettre du coup de respirer en milieu en fumée. C'est du plastique rigide. Vous avez nos blocs bouteilles. Le triplaire plus le masque de protection pèse à lui là 17 kg. Sans la tenue lourde qu'on a juste ici, qui elle fait 2 kg. Donc on part avec plus ou moins 20 kg de matériel sur le dos, sur soi. J'aime aider les gens. Et en fait, en rentrant dans la Marine nationale, j'avais mes 2 grandes passions. Donc c'était voyager et pouvoir aider les personnes en difficulté. Parmi les hommes clés de l'équipage, il y a aussi le cuisinier. Et lui, ce n'est pas seulement quelques kilos qu'il doit embarquer. Il doit l'avoir avec lui, le maillet. À la manœuvre, Stéphane, le chef cuisinier de la frégate. Ce matin, en fait, on va faire tout le chargement des vivres. On commence par les produits secs, produits frais et on termine par les produits congelés. Au total, il doit charger 8 tonnes de nourriture, 4 tonnes de boissons et 5 tonnes d'eau pour nourrir 169 marins et ouvriers. Et sur cette mission, on part 20 jours, on va faire 10 000 repas. Petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. Il y a des repas de nuit aussi, de temps en temps. Mais avant de se mettre au fourneau, encore faut-il se frayer un chemin jusqu'aux cuisines. Car dans les coursives, c'est une fourmilière qui s'organise. S'ils sont pas gentils avec moi, ils ne mangent pas. Pour Stéphane, c'est une course contre la montre. Allez, on va faire la queue, là, vous êtes prêts? C'est parti. 18 palettes de denrées à ranger. Et pas question de rompre la chaîne du froid. Chaque minute compte. Chaque contrôle aussi. On a 20 minutes jusqu'à l'arrivée dans les frigos. Et on fait 2 ou 3 fois des prises de température pour être sûr qu'on est dans le bon timing et que le fournisseur nous a aussi livré à bonne température. Stéphane le sait. Son rôle est essentiel pour le moral des troupes. Alors il doit varier les menus et mijoter de bons petits plats avec peu de produits frais. Thon. C'est caché. Barre. Le pain est l'un des produits les plus appréciés par les marins. C'est le pain surgelé pour les membres d'équipage. Donc là, tu as à peu près 8500 petits pains. Et après, on a également d'autres pains pour le petit-déj, avec des pains briochés, des viennoiseries qu'ils adorent tant. Pour lui aussi, c'est le grand test. Il va devoir apprivoiser cette nouvelle cuisine et préparer les repas 3 fois par jour, dans des conditions parfois extrêmes. Et les premiers jours promettent d'être animés. À son tour, Nicolas arrive à bord pour un rendez-vous solennel. Prendre officiellement le commandement de la frégate. Ça passe par la signature d'un contrat entre le représentant de la marine Allez, c'est parti. Et celui du constructeur. Pour le PV de transfert, donc c'est une première. Donc en 3 exemplaires. Une sorte d'état des lieux, comme avant d'entrer dans un appartement, mais avec des centaines de pages. Alors là, bon courage. Hop. Si tu lis les petites lignes aussi. Ah, tu croyais que tu allais m'avoir? Une relecture rapide des documents, et l'affaire est entendue. Non, pour l'instant, il n'y a rien qui me surprend. Enfin, c'est fou, ça. Faut croire que j'ai une vision à peu près claire de l'état du bateau. Désormais, Nicolas est responsable de la navigation et de la sécurité de l'équipage pour la durée des essais en mer. Le bateau est à vous. Alléluia. Nicolas a en effet maintenant la main sur le bateau pour la conduite et pour donner des ordres à son équipage. Avant de prendre le large, dernier détour par sa cabine, terminé in extremis. La sienne est individuelle, mais sans luxe superflu, ni hublot, comme sur tous les navires de combat. En dessous, c'est tout joli, hein. Justement, c'est pour que ça reste joli jusqu'à la livraison, hein. Et ben, ils ont laissé une protection sur la banquette et puis sur le sol aussi. Voilà, le sol est un peu plus joli que ça, heureusement. Et puis une petite partie pour se reposer, pour dormir.
Voilà, d'ici. Et voilà, il y a une petite cabine de douche. Combiné douche, lavabo, WC. Voilà. Dans le minimum de place possible. Et la lumière fonctionne. Ça y est, premier essai validé. À peine le temps de poser son baluchon que le signal de départ retentit déjà. Ben voilà, ça commence. On va commencer à dérouler la vraie vie d'un bateau. La communication du commandant. Passage en régime mer. L'exploitation et la sécurité sont assurées par l'équipage Marine nationale. Fin de communication. Tout le monde a hâte. Voilà, d'autant plus hâte que, forcément, comme c'est le premier de série, la période entre l'arrivée des marins et la PSM, elle est forcément longue, elle est ressentie comme longue par tout le monde. Voilà, et donc, maintenant, là, on a pareil, et donc tout le monde est extraordinairement enthousiaste à l'idée de partir. Mais l'euphorie va être de courte durée, et les nerfs du commandant immédiatement mis à l'épreuve. Pour la sortie du port... Bonjour pilote, ça va ? Le pilote qui avait dirigé la mise à flot du navire est de retour. C'est une première sortie en mer, donc on va être prudent. C'est lui qui va guider à nouveau la manœuvre. 2 remorqueurs vont tirer la frégate. Pour des questions de sécurité, la procédure interdit d'utiliser les moteurs. Ils n'ont pas encore été testés en conditions réelles. C'est concentration au maximum maintenant. Voilà. On ne pense plus à l'émotion maintenant, on y pensera tout à l'heure. On y va, à tous en appareil. Ok, pilote, au pied de manœuvre, on peut y aller. Ok, et ben on y va. Mais un imprévu les attend. Vite, 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 il a déjà décaplé. Avant même la sortie du port. L'amiral Renard, appareil. Ça y est, c'est parti. Ça fait de plaisir d'entendre l'amiral Renard appareil. Pour compliquer le tout, l'amiral Renard doit prendre le large en marche arrière. Lorient Port de pilote. Ouais, salut André. C'est pour te dire qu'on est en train de sortir en marche arrière. Une manœuvre d'autant plus délicate que la météo s'en mêle. Il y a le vert. Hein. On est vraiment limite Smith. Le vent s'est levé brutalement et pousse dangereusement le navire vers le quai. On dérive comme des brutes. Ouais, on dérive beaucoup là. Tu peux me donner le vent à la citadelle, s'il te plaît? Actuellement, j'ai un vent de sud pour 33, 35. Soit plus de 60 km/h de vent. De retour au quai, d'une option en ta tête ou pas? On va voir ce que ça donne un peu, on va faire un peu jouer au machine. Bretagne, mais par le travers tribord et on lance les vitages. Le danger de percuter le quai est réel. Alors malgré les risques, le commandant décide d'activer les moteurs en urgence pour éviter l'accident. Par contre, on remonte plus. Ah, on remonte plus du tout. On est parti en arrière, commandant, c'est pas normal. Ah, c'est le vent, je pense que c'est le vent. Alors vous mettez les 2 machines en avant. Là. Ok, c'est parti. C'est pas normal qu'on est en vitesse nulle, on est en avant combien là? Avant 1. Bah mettez avant 2, commandant. 2 machines avant 2. Avec l'arrière, tire-moi l'arrière à bâbord. Scorf, tu viens sur bâbord, à fond sur bâbord. Bah il faut que tu me redresses le cul là. On est en train de 2 machines sont arrivées avant 2. Bien. Le commandant et le pilote du port retiennent leur souffle. Là on est en train de revenir, mais je sais pas si c'est le remorqueur ou moi. Hein. Ouais, c'est pour ça que quand il y a du vent, c'est chaud. Hein. C'est casse-gueule. Hein. On n'a aucune marge de sécu. Après quelques sueurs froides, Nicolas peut enfin respirer. Ouais, nickel, bravo. Ouais, celui-là, Et là, on peut y aller. Pour moi, c'est go. Ouais, ok pour moi. Gouverner au 205. On est bien, là. On met à droite qu'à gauche. Hein. Ouais. Quand on va ramasser la claque du grain qui arrive. Là. La frégate a réussi son demi-tour. La machine a l'air de répondre quand même. Hein. Oui, la machine répond. À droite, 10. Un coup de sifflet. Le navire quitte enfin la rade de l'Orient. Bon, bah super. Là, on est bien. Bravo pilote.
C'est un peu tendu sur le tournement. Hein. Ah, le grain est arrivé vraiment au moment pour t'emmerder. Hein. Cap sur le large. Les essais en mer peuvent débuter. Mais les moteurs de la frégate ne vont pas tarder à faire parler d'eux. Objectif de ces premiers essais en mer, pousser le navire de guerre dans ses derniers retranchements. Alors rien d'anormal à voir apparaître des pannes. Elles sont même indispensables. Du commandant au marin, en passant par Yawen, le chef de bord, et sa centaine d'ouvriers, tout le monde est sur le pont 24 heures sur 24 pour traquer la moindre défaillance et apporter les dernières corrections. Cette nuit, ce sont les moteurs qui sont poussés à plein régime. Mais après quelques minutes, une alarme retentit. Bon, donc là, ça se passe pas comme prévu. On a un petit incident là. Donc on a les équipes qui vont intervenir. Les 4 moteurs se sont arrêtés. Yawen et le commandant descendent immédiatement en salle des machines pour comprendre le problème. Mais là, l'idée, c'est de voir est-ce que les vis se sont desserrées ou est-ce qu'elles ont pété. En fonction déjà, c'est ça, c'est pas le même problématique. Après, il faut regarder. C'est que dévisser, peut-être que sur bâbord, on peut s'autoriser à partir comme ça déjà. Il reste combien là? Le problème semble venir de la boîte de vitesse du navire. Plusieurs vis se sont desserrées et une pièce a bougé. Par précaution, les techniciens ont décidé de tout arrêter pour ne pas aggraver les dommages. On a tout monté. On voit qu'il y a une série de vis qui se sont desserrées, là, ce qui fait que cette pièce est partie. Mais là, pour l'instant, on ne peut plus se resservir de la propulsion du bateau. On cherche une solution pour réparer. La frégate est immobilisée en mer, soumise aux caprices de la météo. Mode nuit activé, aucune lumière à bord. Pour une question de sécurité, nous filmons en infrarouge. En passerelle, le commandant doit envisager le pire. Il y a un problème pour nous prendre en remorque là pendant la nuit ou pas? Je ne ressens pas très bien. On est en 47-22 nord et 002-46 ouest. Il y a Prosper 4, je compte dehors. Ok, allez, à demain matin alors. Mais problème, le remorqueur a lui aussi une avarie moteur. De nuit, dans une mer très agitée, une intervention serait trop risquée. Dans la salle des machines, les techniciens ont une piste pour réparer, mais les pièces nécessaires ne sont pas à bord. Et tes rondelles, tu veux les mettre comment? Tu veux fabriquer des rondelles pour les bloquer? Trouver une rondelle, un fer plat. On va trouver quelqu'un qui peut nous... On va chercher ça? Ah, on va chercher. Yawen, l'ingénieur, va devoir mettre les mains dans le cambouis. Il faut que je compte ou des rondelles ou de la tôle pour faire des rondelles. Et improviser avec les moyens du bord. Ce qui compte, c'est que ça soit d'une largeur suffisante pour que ça appuie bien sur la pièce du réducteur, comme une rondelle en fait. Et donc là, il faut juste que j'en fasse 3. 3 par réducteur, donc 6 en tout. Le spécialiste des mathématiques se révèle aussi doué pour le bricolage. C'est du provisoire. Dans le pire des cas, ça nous permet de rentrer. Et dans le meilleur des cas, ça nous permet même de continuer quelques jours, au plus. Bon, elles sont pas de petits centimes, mais l'idée, c'est qu'on puisse bien serrer avec. Le pari est risqué, mais Yawen le sait. Revenir à Lorient sans avoir achevé les essais mettrait en péril le calendrier. Ah, bah voilà. Autant dire, vous avez les corners? Ouais. On s'apprête à redémarrer les machines, là? Oui. Ouais. Ok. On a remis le graissage réducteur. Ouais, les débuts de séquence, démarrage 21. Bah, je préviens la passerelle, je fais un check sur mes températures et je te dis ça. Il est 4 heures du matin. Après 7 heures de stress, les moteurs sont relancés prudemment.
Rien d'anormal pour l'instant. Reste à savoir si la réparation de Fortune tiendra le coup. On a donné les consignes pour essayer la réparation qu'on a faite. Et donc on se dit qu'on va pouvoir aller se coucher et puis qu'après, si quand on se réveille, on est en train de naviguer, c'est que c'est bon signe. C'est que ça marche. Au petit matin, le verdict tombe. La propulsion tient. Inutile de rentrer au chantier. Les essais peuvent se poursuivre. Durant toute la période des essais en mer, des ouvriers du chantier naval vont se relayer à bord de la frégate afin d'effectuer toutes sortes de travaux. C'est parti. Ce matin-là, parmi la vingtaine de salariés qui attendent la navette, Eh ben, on va pas couler avec ça, je te le dis. Pascal, le charpentier naval. Allez, hop. En 35 ans de carrière, il a rarement eu l'occasion de naviguer à bord d'un bateau sur lequel il a travaillé. Alors ce moment n'est pas sans émotion. C'est la première fois que je le vois sur l'eau et en pleine mer, forcément. C'est magnifique. Pour moi, c'est un privilège d'être là. Je me sens complètement unique, là. Et ça se voit. J'ai le sourire, j'ai la smile. Je le trouve parfait. Parfait. C'est un beau navire, un très beau navire. Là, je suis fier. 003. Pascal va passer 5 jours à bord pour fignoler l'isolation du navire. S'il a eu cet honneur, c'est en raison de son ancienneté sur le chantier. Alors là, c'est la plage avant couverte. Là, maintenant, ça y est, je me reconnais. On a toute la structure à vif, là. J'ai travaillé dessus, épontis, tout ce qui est le bloc. Le charpentier reconnaît au premier coup d'œil chacune des plaques d'acier qui ont servi à fabriquer la coque. Je regarde au sol. Là, on a toute une jonction. En fait, ça, c'est un bloc, ça, c'est un bloc. Si on n'est pas parfaitement aligné en jonction, ça va se voir. Et on est sur un bateau militaire. On est sur un bateau qui va être en mission. On n'a pas droit à l'erreur, on n'a pas le droit aux failles. Ça, c'est du boulot bien fait. Pour Pascal, les souvenirs remontent à la surface. Pour lui, ce sont près de 5 années de travail qui sont couronnées aujourd'hui. C'est un privilège. C'est un privilège d'être là. En tant que charpentier, c'est un privilège. C'est un cadeau. Là, on va ouvrir les sabots. Et là, on découvre le panorama magnifique de rêve. On est bien. On ne se croirait pas en Bretagne. Mais si. On est magnifique. C'est magnifique. On est bien, là. Je sais même qui a soudé, là, moi. Mais sa semaine à bord ne sera pas une croisière de plaisance. Car au cours des essais en mer, marins et industriels ont pour mission de pousser à l'extrême les systèmes de navigation de la frégate. Attention, on va rouler. Avec pour commencer, test de stabilité à pleine puissance. La barre est toute à droite. Bien. À gauche 30. À gauche 30. Afin de vérifier si la barre tient le choc, à fond à tribord, puis violemment à bâbord. Le navire tangue de tous les côtés. Et avec une météo de plus en plus capricieuse, les estomacs sont mis à rude épreuve, y compris celui du cuisinier. 2 ponts plus bas, pas évident de préparer le couscous du jour. Oui, prends-moi la nette, s'il te plaît, Dorian. Pour Stéphane et ses équipes, tu mets les deux. C'est avis de tempête dans les assiettes. C'est bon? On remet tout de suite, là, on protège, hein, les gars. Faites gaffe au petit marron, là, pour de vrai. Côté vaisselle, il y a eu de la casse. Oh la vache. Pour le chef, l'addition s'annonce salée. Là, il faut avouer que les conditions météo sont pas les plus faciles. Ça brasse pas mal.
On a cassé 93 assiettes sur la mission. C'est une belle moyenne. Tiens, Gabi, tu peux me virer le tuyau là, pour que personne tombe. C'est comment là? En fait, maintenant que les préparations sont faites, je voudrais pas que ça tombe. Parce qu'on va être en mode dressage maintenant, donc le plus dur est fait, les enfants. On met des colsons pour tenir l'échelle au piano de cuisine. Et là, on est sûr qu'elle ne va pas bouger. Nickel. On a toujours en réserve, au cas où tu as des gros soucis au niveau de la météo, des petits carrés jetables là. On va juste poser le dessert comme ça, le petit chou craquelin de Borum. Alors ça rend moins bien effectivement que sur une assiette, mais on n'a pas le choix. Et ben voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à envoyer. Plus qu'à envoyer. Pas question de sauter le moindre repas. Même s'il doit être avalé en 30 minutes, c'est l'un des rares moments de convivialité. Bonsoir. Dis-moi. Agneau aussi, ça. Bon appétit. Bon appétit. Bonne soirée. J'ai pris semoule avec des légumes et un petit coca pour le plaisir. Pour Dylan, le soldat du feu, c'est aussi l'occasion de lutter contre le pire ennemi du marin. La règle des 3 F quand on est en mer: faim, fatigue, froid. S'il y en a un des 3, eh ben on n'est pas bien, on peut avoir le mal de mer. Depuis que je me suis engagé dans la marine, j'ai pris au moins 15 kilos. Moi, j'ai pris 20 kilos. Non. Oh la vache. Sur un bateau, on est sédentaire, on peut pas se dépenser. Il faut se faire mal et se forcer à aller à la salle de sport et courir quand on peut aller courir sur la plateforme hélicoptère. La digestion, elle va faire du mal. Pour bien dormir après. Mais Dylan et ses camarades n'auront pas le temps de digérer. Alors que la frégate est poussée à sa vitesse de pointe depuis près d'1 heure. La priorité du DNL est la confirmation du sinistre en machine arrière et l'appel du personnel. Une nouvelle alarme retentit. Dans la salle des machines, une alerte gaz signale la présence de fumée et de monoxyde de carbone. Concentration en CO à 85 ppm, compartiment machine arrière. Le CO, c'est du monoxyde de carbone, donc c'est un gaz qui est inodore, donc qui est extrêmement dangereux. Vous tombez inconscient et ça peut entraîner une mort rapide. Attention au matériel. Excusez-moi. Vous rejoignez tous la cafétéria, il y a un appel qui est effectué. Sur une frégate, la première chauffe des moteurs est bien connue et sécurisée, tandis que le personnel civil est confiné dans la cantine. Ah, faut s'équiper là. Les marins-pompiers n'ont que quelques secondes pour intervenir. Évacuation de la zone avant. Tenue lourde, matériel de protection. Dylan enfile sa tenue étanche. Il faut stopper le moteur. Hein. Le marin-pompier n'intervient jamais seul. Accompagné par son binôme, il doit s'approcher au plus près de la fuite pour contrôler le taux de monoxyde de carbone. Est-ce que les gaines sont prêtes là? Le gaz toxique dégagé par les moteurs neufs est évacué vers l'extérieur grâce à ces extracteurs. On est à moins de 20 ppm entre les deux détecteurs. Il y a pris moins de 20 ppm, ça va monter. Peu à peu, l'atmosphère redevient respirable. Fin de l'alarme CO. Fin de l'alarme CO. Rangement du matériel. Après plus d'1 heure d'intervention, Dylan peut souffler. Normalement, notre multigaz, je l'ai mis à pondre au-dessus du local. On est resté 1 heure sur Inter. C'était une atmosphère délétère. Donc en fait, on était recherche de toutes ces poches de gaz. On est monté à plus de 100 ppm de monoxyde de carbone. Grâce à l'intervention rapide de Dylan et de son équipe, l'incident a pu être contenu. Malgré les coups de chaud et les intempéries, pour le commandant, le bilan de ses premiers essais est largement positif. Même s'il y a beaucoup de faits techniques, beaucoup de reprises à faire, c'est extrêmement positif de mon point de vue. D'abord parce que mon équipage a été au rendez-vous et ensuite parce que grâce à toutes les compétences qu'on avait à bord, on a pu aller de l'avant, réparer, régler et surtout rester en mer pour dérouler les essais prévus. Voilà. Et donc les semaines qui vont venir, j'espère qu'on va réussir à dérouler la même histoire. C'est l'heure du retour à terre. Mais pas pour longtemps. Dans quelques semaines,
ils repartiront tous pour plusieurs salves d'essai réparties sur 1 an, jusqu'au bouquet final. Les premiers tirs d'artillerie en conditions réelles, qui feront de l'amiral Renard un vrai navire de guerre. Mais avant cela, une partie de l'équipage s'est donné un autre rendez-vous, tout aussi important. Réveil un peu compliqué, après les 220 km. On a hâte que ça se termine. Là, il nous reste 110 km à faire pour arriver jusqu'à Dunkerque. Dylan, le marin-pompier, et une quinzaine de ses collègues se sont lancés dans un périple de plus de 700 km à vélo. Ils sont partis du chantier naval de Lorient pour allier Dunkerque dans le nord. Une épreuve qui devrait leur permettre de se souder plus que jamais. Il y a vraiment un avant et après arrêt de vélo, quoi. On a chié ensemble, donc on se regarde plus pareil après. C'est Nicolas, le commandant, grand passionné de vélo, qui a imaginé ce périple. Faut pas le dire trop fort, mais le commandant attend qu'une chose. Il a pas roulé hier, donc aujourd'hui, je pense qu'il cherche à nous assassiner. Ils sont largement meilleurs que moi, et donc ça remet finalement les pendules à l'heure, ça remet tout le monde sur un pied d'égalité, ce jour de repos pour le vieux. Pas de problème. Jusque-là, tous ces marins travaillaient sur des navires différents. C'est parti, je me mets devant pour le début. Faut les inquiéter. Faut les faire douter. Désormais, ils vont devoir vivre en vase clos pendant parfois plusieurs mois. Là, on est un nouveau équipage. On a des nouvelles personnes qui sont arrivées au raid. Du coup, on se découvre. Ça crée un vrai esprit de groupe. Et puis, il y a toujours ce petit côté, on se charrie, on se challenge. Et c'est ça, là, en fait, qui est intéressant. C'est parce qu'au boulot, on ne peut pas le vivre réellement. Et là, c'est toujours intéressant de voir ça, de voir la facette cachée des gens. Tout va bien, ça suit. La pause en 10 km. Ça fera du bien à tout le monde. Pour leur dernière étape avant l'arrivée, ils ont choisi le village de Bergues, où Danny Boone a tourné Bienvenue chez les Ch'tis. On y est, étape on va manger, on est à Bergues. Donc c'était un lieu qu'on voulait faire quand même en référence au film. Et oui, c'est comme dans le film. Hein. Un clin d'œil incontournable au plus grand succès du cinéma français, qui ne pouvait se faire sans déguster la spécialité locale. On va prendre 3 fricadelles, 3 fricadelles frites et un sandwich steak haché. Et voilà, là il y aura tout pour vous. Ça. 3 grands frites et 3 fricadelles. Et tout ça, s'il vous plaît. Bah, merci bien. Bonne route à vous. Merci pour le repas. Leur destination est elle aussi très symbolique. Dunkerque est l'un des lieux emblématiques de la marine française. Wouhou! Oh, c'est génial! La ville a été le théâtre d'une des plus célèbres batailles de la Seconde Guerre mondiale. Nicolas espère que ce lieu inspirera ses hommes. Créer l'esprit d'équipage, c'est le point de départ pour être capable de conduire le bateau en opération, d'être fort. Il faut créer ce collectif et ça se fait par tout un tas de petites actions. Alors là, aujourd'hui, j'étais dans le sport. Si l'équipage doit se préparer en vue de ces longs mois à bord... Vous êtes prêts? Oui. Allez, on sourit! C'est également le cas pour leurs proches, pour qui l'absence est toujours une épreuve. Alors, à quelques semaines du grand départ, Nicolas, le commandant, a décidé d'offrir à son épouse et à leurs 6 enfants un aperçu de son quotidien de marin. On prend la voiture? Ouais, vas-y. Tu veux aller voir le bateau de papa? Oui. Ça va être l'heure, regarde. Dans 2 minutes, on part. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Juste, on a besoin d'une carte d'identité ou pas? Oui, pièce d'identité pour tout le monde. Hein. Allez, go. Pour faciliter la séparation qui approche... T'es contente d'aller voir le bateau de papa? Oui. On va aller voir où papa travaille et où papa dort. Nicolas a organisé une journée porte ouverte à bord de la frégate. C'est important pour les marins et pour les familles de découvrir le cadre de vie, le cadre de travail des marins. Pour le marin,
Il sait que sa famille comprend son engagement et les familles elles-mêmes peuvent vivre la même aventure que les marins. Et ça, c'est la garantie d'un marin qui est épanoui. On comprend plus vite qu'il faut qu'on saisisse chaque moment qu'on a en famille et qu'on en profite au maximum. Près de 5 ans après le début de sa construction, oh, regardez la mâture là-bas. Le nouveau fleuron de la marine française est quasiment achevé. Oui, il est beau. Oui, il s'appelle Amiral Renard. Ah, c'est bien, tu as retenu. Ouais. Allez, hop, en avant. Nicolas va faire visiter à sa famille les endroits les plus emblématiques du navire. Ça, c'est le hangar pour mettre l'avion. Ça, c'est le hangar pour mettre l'hélicoptère. C'est pas grave. Non, on peut surtout pas se séparer, on reste ensemble. Allez, en avant. Ils vont notamment découvrir sa cabine. Allez, hop. Non, pas celle-là, la suivante. Et donc, c'est grand? Pour les enfants, la visite fait son effet. Et très intéressant. La salle de bain. La salle de bain de papa. Le lieu a été conçu pour être uniquement fonctionnel. Et il est un peu austère, au goût de Madame Guiraud. Là, on visualise bien. Ça mériterait un petit peu de... déco. Oui, un petit peu de déco. On va y travailler. On va mettre des posters de nous en grand pour qu'ils ne nous oublient pas. On va monter maintenant, d'accord? Oui. Exactement. Et voilà. Une grande aventure familiale. Allez, Aurore. On ne touche à rien, à rien, à rien. Mais à bord, on ne plaisante pas avec la sécurité. Notamment dès qu'on approche de l'armement de la frégate. Les enfants, les cartouches qui sont là-bas, c'est des fausses cartouches. Il n'y a rien dedans. On appelle ça des cartouches de manœuvre. On les installe à la place des vraies cartouches, juste pour vérifier que tout fonctionne convenablement. À l'intérieur de l'obus, il y a une charge explosive pour exploser quand elle touche sa cible. Dylan, le marin-pompier, a également mis à profit cette journée exceptionnelle. Donc voilà la passerelle. Pour faire visiter le navire voilà. À sa fiancée. Le cerveau du bateau. Laura. T'as toutes les tablettes, toutes les consoles. Lui, c'est le barreur. C'est celui qui conduit le bateau avec... voilà, c'est ça son truc. Il conduit le bateau avec ça. Il y a un petit volant comme Mario Kart. Et là, c'est le... c'est le patron. Hein? Le patron. Le commandant. Le protocole interdit à Dylan de s'asseoir dans le siège. Mais pas à sa compagne. Tu veux pas? Vas-y. C'est le seul moment où tu pourras le faire. Il n'y a pas le pacha. Oui, c'est... Ah non, ça craint pas, il y a tout le monde qui le fait. Pourquoi toi, tu le fais pas? Parce que moi, je suis dans la marine, je peux pas. Alors, t'es bien? Oui. C'est confortable? Vas-y, mets-toi bien. Ah, tu peux diriger, là, ça y est. Pour le couple, cela va être la première grande séparation depuis qu'ils ont emménagé ensemble. Pour l'occasion, le commandant a prévu une petite attention pour les compagnes de tous les marins. Et ça, c'est pour les mamans, voilà, pour remercier de gérer les absences et les enfants, l'absence des marins. C'est appréciable, on aime bien. Les familles pourront garder ces images en tête. L'équipage, lui, va maintenant repasser aux choses sérieuses. Ce matin-là, 1 an après ses premiers essais en mer, l'amiral Renard quitte la base navale de Brest pour une ultime étape décisive. Tribord règle l'avant, bâbord règle l'arrière, 0. Rompre du poste de manœuvre générale, rompre du poste de manœuvre générale, les équipes aux ordres des chefs de balle. Le premier test des armes en conditions réelles. Des 3 canons qui équipent le navire, c'est le plus gros à l'avant qui va ouvrir le bal. Un canon capable d'abattre des missiles, des drones et des aéronefs. Merci patron. Avec une rapidité exceptionnelle. Avant d'entrer en zone d'essai, un moment rare. La frégate salue le Tourville. Le tout nouveau sous-marin nucléaire de la Marine nationale. C'est bon pour se saluer avec un sous-marin, c'est clair. Ils sont en dessous d'habitude. Cap désormais vers une zone maritime entièrement sécurisée.
27 334. Bien. Le commandant rejoint le lieu le plus confidentiel du navire, le central opérationnel. Bon, on tire 207 tirs. Une sorte de bunker. Pas une seule fenêtre sur l'extérieur, juste les images des nombreuses caméras qui équipent le navire. C'est d'ici que le commandant déclenchera la riposte. C'est la première fois qu'on teste les systèmes d'armes. Voilà, donc le canon, c'est le système d'armes le plus visible, hein, le plus manifeste est-ce que le bateau est capable d'agir comme une frégate, comme un bateau de guerre, est-ce qu'il est capable de délivrer le feu. À tous de commandant, tir imminent. À l'avant du bateau, en soute, les artilleurs vont suivre les ordres d'Hélène. Pour commencer, une dizaine d'obus sont chargés. Approvisionné de 10 TP au last station. Reçu, approvisionné de 10 TP au last station. On va passer en tir autorisé ici, là. Ouvrez le feu sur 76 mm. Feu! Le canon a tiré ses 2 premiers coups à bord du bateau. Pour l'instant, tout se passe bien. Et donc, on est pareil pour la suite, là? Je suis pareil pour la salle. Pour le moment, ce canon n'a été testé que dans son usine, en Italie. GMB, 2 coups partis. Alors le commandant ne le ménage pas. La rapidité, c'est une chose. Donc pour un tir au 230... Mais face à l'ennemi... Ouvrez le feu. Le plus important, c'est d'avoir les tirs les plus précis possibles. Et notamment en cas d'attaque venue des airs. Alors, fin de la salle, tu peux passer en tir interdit. Et ce sont ces canettes de soda, accrochées à des ballons remplis d'hélium, qui vont simuler le chasseur ennemi. Il faut que le radar puisse le choper, on met du métal, de l'aluminium, à peu près tout ce qui nous passe sous la main pour pouvoir le choper au radar et ensuite recaler la tourelle ou les affûts de 20 mm qu'on a. Tribord maintenant, vas-y fonce. Grâce aux équipements ultra perfectionnés du navire, c'est presque un jeu d'enfant. Les caméras suivent automatiquement les ballons. Et même à plus d'1 kilomètre, les canons font mouche. Engagez la piste. Distance 1600 mètres. Allez, suspend le feu! Spam. Allez dans l'eau. C'est bon. Pour le commandant, ses premiers tirs sont un succès. Allez, 1, 2... Ah oui, c'est vrai. Pour Hélène et son équipe d'artilleurs, il reste encore 3 heures de travail pour nettoyer et contrôler le canon. Âgé d'une trentaine d'années... 3e compagnie, mon commandant, garde à vous. Cela fait déjà 7 ans que cette Bretonne sillonne les mers du globe à bord de navires de guerre. Salut Coco, ça va? Oui, ça va. Et elle tient toujours autant à son petit confort. Alors ici, on est dans mon poste, donc un poste de 6, personnel féminin. On y passe beaucoup de temps, surtout en mer. Moi, j'ai ma couette perso et ma tête d'oreiller perso. On préfère nos draps à nous parce que les draps Marine Nationale grattent. Et ceux-là sont très doux, c'est les miens, donc je les ai achetés parce qu'ils étaient doux. Après, on a nos petits chargeurs, on essaye de... c'est notre chambre, donc on essaye de faire en sorte que ça nous ressemble nous et pas trop côté militaire, vu qu'on y passe énormément d'heures en mer dans ces postes. Sur les 130 marins à bord, il n'y a qu'une vingtaine de femmes militaires. Avec toutes nos affaires. Depuis toute petite, je traîne qu'avec des garçons. En faisant du karaté aussi, ça aide pas. Mais non, moi je le vis très bien, j'ai pas de soucis avec eux et ça reste des gars, mais je suis quand même là pour recadrer, donc ils sont assez calmes. Il faut dire que la marine a bien fait les choses. Les femmes sont regroupées dans un secteur qui leur est dédié. On n'a pas le bout pour les défaire qui percent tout circuit contenant de l'eau. Et en plus de ça, ils nous ont réservé des hygiènes, donc toilettes et douches à nous. Donc là, on a des hygiènes. Donc ici, on a... En fait, ça alterne une douche en toilette, une douche en toilette, une douche en toilette. J'ai la douche juste en face du poche. J'ouvre mon poche, je termine dans les douches direct.
C'est pas mal, c'est pas mal. Mais pour certaines d'entre elles, il y a tout de même une petite contrainte. On a toutes des chignons parce qu'on a tous les cheveux longs. Donc c'est-à-dire qu'on a les cheveux qui dépassent en dessous des épaules, donc on est obligé de faire des chignons. À bord, les cheveux longs doivent être attachés. Une règle de sécurité face aux machines et au risque d'incendie. Au coucher du soleil, les lumières rouges des coursives s'allument. Le navire passe en mode nuit. Mais pour Dylan, pas question d'aller se coucher tout de suite. Il a un combat très important à mener. Hop là. Ça va ou quoi? Vous êtes sur quoi là? Dans la salle de stockage de son matériel, il retrouve 2 collègues avec qui il compte bien en découdre. Et attends, il y a Cyril Gaillet en train de se faire ouvrir là. Je peux faire un petit combat ou quoi? Ouais, tiens, Mato, il vient de me battre. C'est vrai? Ouais. À bord, la plupart des marins ont moins de 30 ans. Un âge où on aime bien sortir et aussi faire la fête. Oh, ce que je te mets là. Mais à bord d'un navire de guerre, durant de longs mois, c'est impossible. L'idée, oui, c'est d'avoir des espaces comme à la maison, c'est sûr, pour pouvoir passer des petits moments ensemble et sortir de ce cadre de boulot. Parce qu'on fait déjà en mer, on compte pas nos heures. Donc si en plus on n'a pas de coin de détente, les missions vont être très très longues. Arrête de me faire des coups dans le pied là. Tiens, regarde. C'est que ça tout à l'heure. Oh, oh non. Allez, au lit. Pas question de veiller trop tard. Une mission de taille l'attend. Je te laisse éteindre. Merci. Le lendemain, Dylan est chargé de sécuriser le tout premier appontage d'un hélicoptère sur la frégate. Pour la sécu, on est complet pareil. En cas d'incident, c'est lui qui devra agir immédiatement. L'hélicoptère va pas tarder à arriver. Donc on se prépare à l'accueillir. En passerelle, Nicolas et ses hommes sont sous tension maximale. Alors, la principale fonction d'un hélicoptère sur un bateau comme celui-ci, c'est d'apporter une capacité militaire supplémentaire. L'hélicoptère, il embarque des armes, en particulier des torpilles, qui vont permettre de détruire un sous-marin si un sous-marin menace la force navale que le bateau protège. Mais ce matin, l'ennemi, c'est surtout la météo. En route 245 pour 8 nœuds, vent à midi pour 35 nœuds, roulis 3, tangage 2, vers appontage. Voilà, c'est le premier appontage d'un hélicoptère à bord en mer. Voilà, donc c'est un moment un petit peu tendu, tout le monde est concentré sur l'activité pour que ça se passe bien. Le vent est assez fort. La mer est un peu plus formée qu'on aurait bien aimé de la voir. Ah, le pilote se présente là. Directeur Dacia, hélicoptère en approche. L'hélicoptère doit synchroniser sa vitesse avec celle du navire lancé à plus de 40 km/h. C'est super chaud de trouver la bonne période. Et souvent tu te dis c'est le bon moment parce que tu as eu peut-être, je sais pas, 30 secondes de calme et bam, t'en as un gros quoi. 10 tonnes d'acier qu'il faut poser comme une plume. Le pilote, même parfaitement aguerri à cette manœuvre, va devoir s'y reprendre à 2 fois. Qui marque au compteur. C'était commandant. Salut Félix. Les gars. Ah ouais, nickel. Ça s'est bien passé? Ouais, c'était un peu sportif déjà. Bah, on aurait bien aimé te proposer un truc un peu plus tranquille, mais voilà, il y a des choses qu'on ne maîtrisait pas complètement. Ouais. Le plein de carburant n'est pas moins risqué. Sous sa combinaison, Dylan, le marin-pompier, équipé de cette perche, veille à ce qu'il n'y ait aucune étincelle. On a pu valider le fait que la plateforme puisse accueillir un hélicoptère. On n'en doutait pas trop, mais c'est toujours bien de le prouver. La suite du programme, c'est plus de vent, plus de mouvement, voilà, et plus lourd. Voilà. Pendant 3 jours, ils vont tester des appontages dans toutes les conditions, de jour comme de nuit. Voilà, c'est très bien. C'est propre. Bah, c'est un pilote d'essai, hein. Un pilote rompu à ce genre d'exercice qui vient faire ses premiers appontages. 72 heures, durant lesquelles Dylan
ne dormira que très peu. Un an après la première sortie en mer et 15 semaines passées au large, les essais touchent à leur fin. Comme le veut la tradition, il se termine par un barbecue. Le barbecue est ouvert! Aujourd'hui, fait unique dans l'histoire de la frégate, Stéphane sert le dîner en plein air. Après 40 000 repas servis durant tous ces mois, Stéphane le chef va laisser sa place à bord pour rejoindre les essais d'un gigantesque paquebot de croisière. Est-ce que tu as une pince, Dorian? J'ai tout ce qu'il faut. Mais en attendant, il profite du panorama. Île de Groix, barbecue, marin, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a pire comme bureau, comme on pourrait dire. Là, on est bien. Merci, Loulou. Comme lui, c'est la dernière fois que les ouvriers et ingénieurs de Naval Group se retrouvent côte à côte avec les militaires. On n'est pas loin de Belle-Île, mais voilà, on reste quand même dépaysé. Puis c'est un bon moment qu'on partage avec tous les marins et tous les gens qui travaillent ici, Naval Group. Alors, c'est surtout un moment de convivialité. Et puis c'est l'occasion de se réjouir tous ensemble. En principe, c'est le dernier jour des essais à la mer. Et si tout va bien, la prochaine fois qu'on prendra en mer, on sera plus seulement 62 marins à bord, mais 132. Donc ça, c'est vraiment un moment important pour nous. Mais avant cela, son navire va avoir droit à d'ultimes retouches. Sur les chantiers de l'Orient, de nouveau en cale sèche, Yawen et les équipes de Naval Group vont avoir 2 mois pour inspecter minutieusement chaque recoin du bateau, réparer si besoin, et enfin, lui refaire une dernière petite beauté avant le grand jour. Ce lundi 15 septembre 2025, après plus de 5 années de construction, c'est le moment pour l'amiral Renard de faire ses adieux au chantier de l'Orient. Présentez! Un moment historique pour la Marine nationale. Mais aussi pour ceux qui ont bâti ce premier navire nouvelle génération. Les 2700 salariés de Naval Group rejoignent le quai. Pour Pascal et Max, les charpentiers, cette photo raconte bien plus qu'un souvenir. On est bien la photo là, moi j'aime bien. Celle-là. Ouais, je vais l'agrandir, je vais en faire un poster. Tu vas mettre dans tes toilettes le poster. C'est une famille, hein. On est quand même nombreux à être ensemble, mais on travaille ensemble et je trouve ça génial qu'ils s'épanouissent dans ce milieu-là. Pour Pascal, voir son jeune apprenti désormais embauché au chantier, c'est le début d'une belle histoire. Tu as les bases, maintenant il faut que tu donnes de toi-même et tu y arriveras. De toute façon, je suis sûr. On n'est pas trop mal. Ta vie entière sera là. Pour marquer l'événement, toute la chaîne de commandement est réunie à Lorient. Du chef d'état-major de la marine à la direction générale de l'armement, en passant par la présidence de Naval Group. Ce navire de rupture technologique, industrielle, devient aujourd'hui un navire de guerre. Après 2 années d'entraînement acharné, Dylan, le marin-pompier, est prêt. Cette année, il devrait même passer chef de secteur à bord. C'est vrai qu'on voit le monde qu'il y a ici, là, on voit tous les personnes de l'ombre et c'est impressionnant. Donc il nous laisse la main et c'est à nous maintenant de bien faire. Maëlys, elle, continuera la chaudronnerie sur d'autres bateaux. La passion chevillée au corps, elle ne pouvait pas manquer ce moment. Être là pour assister au départ. C'est le grand départ, ça donne les frissons quand même, hein? Elle est magnifique. Le fruit de notre travail qui part, ça y est.
bon vent, quoi. Pour Yawen, c'est un moment fort. Lui qui a eu l'honneur d'être le chef de bord de cette toute première frégate de défense et d'intervention. Réussir à participer comme ça à la construction d'un bateau, piloter toutes ces équipes-là et d'arriver à nos fins avec un bateau qui fonctionne, qui est joli et qui donne satisfaction aux marins, non, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, une nouvelle mission lui est confiée. Prendre en charge la 3e frégate destinée à la marine grecque. Il est midi pile. À la sortie de la rade, face à l'Armor Plage, salut. il reste à l'amiral Renard un dernier geste à accomplir. Et voilà, les traditions ont été respectées. Donc la frégate, à son départ définitif de l'Orient, tire quelques coups de canon, donc 3 en l'occurrence, c'est ce que veut la tradition. Ce rituel s'accompagne d'une devise devenue légendaire. Bon vent à qui me salue. 202. Et donc, on espère que ça va s'appliquer à nous, bon vent. En termes maritimes, ça veut dire que les vents vous sont favorables. Hein. Dans quelques jours, l'amiral Renard sera amarré à la base navale de Brest, son port d'attache désormais. C'est de là qu'il partira bientôt pour sa première grande mission. Début janvier, à Brest, l'heure du grand départ approche pour la frégate. Maïli quitte son appartement pour plusieurs mois en mer. Bonjour Maïli. Bonjour. On sort d'où et on va où là? Alors là, on sort de chez moi et on va direction la base navale pour aller sur la frégate. Vous allez me raconter un peu comment on prépare justement un départ aussi important et aussi long. Oui. Allez. C'est la première fois que la jeune marin part aussi longtemps. Alors nous, Maïli, cette frégate, on l'a vue naître, on l'a vue être construite. Vous allez la faire vivre. Oui. Comment on se sent à votre place quand on s'apprête à partir pour une grande mission comme ça? C'est toujours un petit peu de stress de quitter son chez-soi, mais j'ai de la chance, c'est que mon conjoint est également militaire, donc il comprend. Il a été aussi sur bateau, donc il sait ce que ça engendre ces départs. Maintenant, ça rend pas le départ plus facile. Ouais, faut pas croire. Ouais. Justement, il reste quand même le manque de la personne qui n'est pas là tous les jours quand on rentre à la maison, de partager des choses. Et des fois, c'est justement ces choses simples qu'on s'instaure avant qui nous manquent le plus en mission. La frégate s'apprête à lever l'ancre pour une mission décisive. Son premier déploiement longue durée. À 24 heures du départ, les 132 membres de l'équipage s'activent. Chaque poste doit être prêt. Parmi eux, Jean-Baptiste, il veille à l'approvisionnement en nourriture. Dans ses stocks, il y a de quoi tenir 45 jours en mer sans escale. Donc là, c'est quoi? Produit sec? Produit sec. Je vous invite à rentrer, exactement. Ouais. Donc on peut avoir aussi bien du lait, comme tout ce qui va être épices pour la confection des plats. Ça va aussi être un peu de dessert, du sucre, des compotes, tout ce dont on a besoin. Là, actuellement, ils sont 5. Le premier se lève à 4 h du matin et les derniers se couchent à 22 h. C'est une responsabilité, parce que c'est quelque chose, la nourriture. Hein. Ouais, on me le fait assez souvent comprendre. C'est vrai. C'est ce qui remonte le moral de tous les marins. Ils sont exigeants, les marins? Oui, le marin est exigeant et mon chef de cuisine l'est aussi. Il nous fait un super boulot, donc il faut le souligner. Lors de la dernière sortie en mer, l'équipage avait droit à du pain industriel. Là, pour cette campagne de plusieurs mois, tradition oblige, le four à pain tournera à plein régime. Moi, en bonne française, vivre une journée sans pain, je peux pas. On a une boulangerie à bord. C'est vrai? Ouais. Ça, c'est chouette. Vous voulez que je vous y ramène? Donc, ah bah ouais. Allez. Avec plaisir. Hop. Je vous invite à me suivre. Et donc là, ici, vous avez la boulangerie directement. Donc là, tous les jours, il y a du pain frais qui sort. C'est ça. On a chouette, un boulanger à bord qui se lève à 4 h du matin
Et donc c'est environ c'est une baguette par personne quasiment à la consommation. Ouais. Bon, là c'est important, surtout sur un bâtiment de la France, on sait que le pain a son importance. La frégate Nouvelle Génération est un concentré de haute technologie militaire. Ici, tout est pensé pour le combat naval du XXIe siècle. Un navire qui doit tout voir avant les autres. Et ça, c'est le travail de Maëlie. Elle est timonière, un job payé jusqu'à 3 000 € net par mois lorsqu'ils sont en mission. Ça, c'est votre poste, Maëlie. Oui, c'est ça. C'est votre place. Poste 24. Qu'est-ce que vous faites? Beaucoup d'observations? Beaucoup d'observations. Nous, on s'occupe surtout de la navigation. Donc, on va vérifier en fait qu'on suit bien en fait la route. Ouais. Mais également qu'il n'y ait pas de danger en fait sur la route. Ça peut être voilà, des tankers qu'on peut voilà, régulièrement croiser. Et ben, il faut assurer cette sécurité nautique afin d'éviter les collisions. Évidemment. À J-1 du départ pour 5 mois en mer, qu'est-ce que vous vérifiez là? Qu'est-ce qu'il faut absolument qu'il soit en place? On vérifie donc tout notre matériel qui soit fonctionnel. On vérifie également tous les ordinateurs qu'on a. Puisqu'il faut bien vérifier leur fonctionnement, qu'il n'y ait pas d'anomalie dessus et qu'ils soient correctement réglés. Et puis ensuite, on prépare également toutes les cartes, puisqu'on continue à voilà, travailler cette compétence-là. Et puis, on prépare vraiment tous les éléments qui vont être importants pour que demain, pour le départ, on n'ait pas de stress et qu'il n'y ait pas des choses de dernière minute à faire, voilà, que la passerelle soit prête. Sur le papier, ce déploiement n'est qu'un test. Commandant. Mais le commandant Guiraud sait que l'instabilité du contexte mondial peut à tout moment rebattre les cartes. Dans votre question, évidemment, aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une petite montée des périls. En tout cas, il y a un rapport décomplexé à la force en tant qu'outil pour résoudre les différends. Ça fait de moins en moins débat que la France a besoin de sa marine et que la marine a besoin de bateaux performants. Voilà. L'amiral Renard, c'est la réponse à ce besoin-là. La menace, elle est réelle, elle est présente. Si demain, il fallait agir, vous pourriez le faire? Bien sûr, on peut tirer, je vais répondre directement à la question, on peut tirer avec tous nos systèmes d'armes. Le bateau, comme toute frégate de premier rang, il est équipé de moyens très performants, les meilleurs moyens qu'on a en ce moment disponibles dans l'industrie française, en anti-aérien, des missiles Aster, en anti-surface, des missiles Exocet, et en anti-sous-marin avec des torpilles Mu-90. Donc on a la panoplie complète, et oui, si pendant ma DLD, pendant mon déploiement de longue durée, on est confronté à des menaces particulières, évidemment qu'on est en mesure de se défendre et de mettre en œuvre nos armes. Maintenant, le but du déploiement de longue durée, c'est pas de mener des opérations, c'est de se préparer à le faire. Voilà. Est-ce qu'on s'habitue un jour dans sa vie de marin, de commandant, à être sur actuellement un des navires les plus stratégiques de la marine française? Alors en fait, est-ce qu'on s'habitue? J'ai envie de dire à la fois oui et non. Les marins qui sont avec moi, l'équipage de l'amiral Renard, ont des expériences très diverses, entre 30-35 ans de marine, et certains sont rentrés dans la marine il y a seulement quelques semaines. Voilà. Donc pour les plus anciens d'entre eux, évidemment, un appareillage, c'est un appareillage parmi 100 ou peut-être 1000. Donc évidemment, il y a une certaine habitude. Mais en même temps, l'amiral Renard, c'est quand même quelque chose de très particulier. C'est le premier bateau d'une nouvelle série de frégates. Le premier déploiement de longue durée, c'est quand même un moment très fort et unique. Voilà. Malgré des opérations tenues secrètes, la communication avec les proches n'est pas coupée. Évidemment, on a aussi un lien qu'on conserve avec la famille quand même. On a la possibilité de téléphoner, la possibilité d'envoyer des mails. Donc le lien, en fait, il reste très fort, même quand on est loin, grâce aux mails et au téléphone. Ça a évolué quand même, ça a changé. Il y a plus de possibilités de communiquer aujourd'hui, et vous avez cette autorisation-là? Tout à fait. La sécurité des opérations permet en général de maintenir ce lien. Alors je le dis parce que quand les opérations deviennent un petit peu plus sensibles, eh bien évidemment, on restreint les communications entre l'équipage et le monde civil à l'extérieur. Jour J, au petit matin. L'amiral Renard s'apprête à larguer les amarres. Cap sur la mer du Nord, puis sur les Antilles, avant de terminer le périple en Méditerranée. Sur le quai, le commandant Guiraud embrasse sa femme et sa petite dernière avant ce tour du monde décisif. Dernière étape avant de veiller en mer sur la sécurité des Français.
Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Enquête exclusive avec Bernard de la Villardière. Et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une soirée exceptionnelle, une immersion rare. Nous avons filmé au jour le jour pendant 4 ans 7 adolescents. De la 6e à la 3e, leurs années collège, c'est plus qu'une période, c'est toute une vie pour eux. Entre leurs histoires d'amour, d'amitié, de famille, l'actualité viendra aussi percuter leur quotidien. Un documentaire intime et bouleversant. Très bonne soirée à tous sur M6 et à la semaine prochaine.